Bien des mystères planent encore, et pour toujours peut-être, sur les lettres de La Fontaine narrant son voyage de Paris à Limoges à la fin de l'été 1663. L'édition, aussi savante qu'élégante, qui a été procurée par Damien Fortin, qui est à l'autre bout de cette table, et dont on peut parier qu'elle ne sera ni dépassée ni égalée, a réuni à peu près tout ce que l'on peut en savoir. Elle circonscrit donc parfaitement tout ce que l'on en ignore, et qui n'est pas peu. Alors, telle qu'elle se présente à nous, cette brève correspondance relate 3 semaines d'un voyage effectué entre le 23 août et le 7 septembre sous la forme de 6 lettres, datées quant à elles du 25 août au 19 septembre, toujours 1663. Sauf pour la première, donc, qui porte mention du 25 août à Clamart, d'où l'épistolier part le lendemain, le lieu et la date de rédaction des autres sont décalés, et inégalement décalés par rapport à leur sujet. Par exemple, la seconde, qui mène le voyageur depuis Clamart par une nuit passée à Étampes jusqu'à Orléans, où il arrive dans l'après-midi du 27, elle est datée du 30 à Amboise. C'est en effet le jour où il y est parvenu à Amboise, après avoir dormi à Saint-Dié-sur-Loire et trouvé le temps pour une visite de Blois. Mais la lettre qu'il tire de ces visites porte déjà la date du 3 septembre à Richelieu. Parti d'Amboise le 30, il a de fait mis 3 jours et demi pour traverser successivement le Cher et l'Indre, avant d'arriver enfin le 2 à Port-au-Pil, au confluent de la Vienne et de la Creuse, à l'heure du déjeuner, ce qui lui offre l'opportunité d'un crochet par le château de Richelieu, où il couche dans la nuit du 2 au 3. Mais la lettre relatant cette part de son itinéraire est datée du 5, à Châtellerault, où il demeure jusqu'à la mi-journée, après y être arrivé de Richelieu dans le courant du 3. La 5e lettre, tout entière consacrée à décrire rétrospectivement sa visite de Richelieu, et la 6e, qui achève son itinéraire après une nuit à Chauvigny et une autre à Bellac par son arrivée le 7 à Limoges, en sont datées la première du 12 et l'autre du 19. Quant à l'évocation du Limoges, je suis vraiment désolé, mais elle n'y figure pas, non plus que la lettre entière qu'il promettait pour détailler ce qu'il nomme le lieu de sa retraite. Il ne l'a jamais écrite, ou bien nous l'avons perdue. Alors, les petites distorsions géographiques et chronologiques que je viens de dire ajoutent leur insolite aux incertitudes qui planent sur le motif de ce voyage et sur la rédaction de cette correspondance, sur son intention et sur son statut. Pour son motif, on sait que La Fontaine accompagnait sur la route de l'exil l'oncle de sa tante, Jacques Janard, homme de confiance de Fouquet et défenseur de sa cause après l'arrestation du ministre et durant la longue instruction de son procès qui s'ouvrirait l'année suivante. Conseiller avisé des affaires du couple La Fontaine, introducteur du poète auprès du surintendant, Janard aurait-il entraîné son neveu dans sa condamnation à l'exil? On l'ignore. Et on ne peut déduire assurément des allusions aussi rares que sibyllines semées dans les lettres si le poète, jadis pensionné par l'illustre accusé, avait reçu un ordre verbal d'accompagner son oncle, ou s'il jugea simplement prudent de le faire parce qu'il avait participé lui aussi à la défense de Fouquet. Ou encore, qui sait, si sa décision procédait de pure gratitude envers un parent dévoué et malheureux, ou peut-être enfin d'un désir avoué de voyager, par honte, il l'écrit, d'avoir tant vécu sans rien voir, motivation qu'il explicite dans la première lettre et qu'on peut interpréter ou bien comme tout à fait ironique, ou bien comme simplement badine et tout à fait sincère. On penchera, par analyse interne et externe, à considérer que son départ fut plutôt de gré, et sans être enveloppé dans le verdict qui frappait Janard, mais rien ne le prouve. Les lettres sont adressées à Madame de La Fontaine dans le but avoué, explicité et argumenté de lui offrir, pour substitut à la lecture des romans dont elle raffole mais dont le nombre et l'intérêt vont s'épuisant, la lecture plus solide du récit de choses vues, ce que son mari nomme l'histoire, soit des lieux, soit des personnages. Prétexte à une relation de voyage sous la forme épistolaire, propice à la fantaisie et au badinage d'une conversation à 2 voix, même si l'une des 2 est muette, évidemment, dans le goût mondain et élégant qui fait alors fureur. Le modèle du récit de voyage enjoué et pittoresque qu'offrira 1 an plus tard celui de Chapelle et Bachaumont entre Paris et Ancos, tourné dans un style analogue, a-t-il pu inspirer La Fontaine à la faveur de la circulation manuscrite de leurs textes? On ne peut le savoir. On imagine du moins que la distraction de Madame de La Fontaine constitua un prétexte pour une œuvre destinée à un plus large public, sans qu'on sache si l'auteur lui prévoyait un destin éditorial. D'autant qu'on ignore s'il composa ses lettres au fil de la pérégrination
comme semble l'indiquer les dates au bas de chacune, ou s'il les écrivit en réalité à son retour, de mémoire et à tête reposée. Quand on lit dans la missive supposément rédigée à Amboise le 30 août, « Telle était donc la compagnie que nous avons eue jusqu'à Port-au-Pile », cette anticipation de la séparation qui devait effectivement survenir là-bas, mais le 2 septembre seulement, invite à supposer une rédaction après coup plutôt que sur le coup. Mais on peut aussi bien imaginer que cette prémonition trop assurée pour n'être pas suspecte fut incise dans une réflexion tardive d'un compte-rendu qui aura néanmoins pu être composé au fil de la pérégrination. Je vous disais qu'on ne savait pas grand-chose, vous voyez qu'on ne sait à peu près rien. De toute façon, trop d'ombre enveloppe l'apparition de ces lettres pour qu'on ose se montrer certain de rien. Inconnues du vivant de leur auteur, 4 d'entre elles ont surgi on ne sait d'où en 1729, 2 autres en 1820, celle-ci d'après des manuscrits autographes conservés par un érudit du grand siècle, Valentin Conrart. Y en aurait-il eu davantage? 12, comme en 1743 l'affirma Fréron de manière péremptoire, mais sans en fournir aucune preuve? On n'en sait rien. Non plus qu'on ne saura donc si la lettre promise de Limoges pour en décrire le séjour n'a jamais vu le jour ou si elle a été perdue. Et puisque l'on en est réduit aux hypothèses sans autre fondement que d'intuition, la mienne sera qu'il s'agit d'un récit de voyage épistolaire dans le goût qu'on disait galant, peut-être destiné à la publication, peut-être commencé à Limoges ou au retour de Limoges, d'où La Fontaine semble être rentrée assez vite, puis interrompu par un autre projet, jamais repris, et finalement laissé par lui à l'état de manuscrit, plus ou moins achevé. Ces précisions données, ces évidences rappelées, à l'intention du public qui aurait pu ignorer ce texte, car il n'est pas célébrissime, il faut bien l'avouer, reste un texte donc, et c'est là l'essentiel. Un texte de prose aisé, bien enlevé, mêlé de vers souvent savoureux, tissant ce que son auteur appelle, je viens de le dire, l'histoire soit des lieux, soit des personnages. Cette histoire, puisque c'est le mot qu'il emploie, est servie par un beau talent de conteur, par un fil narratif à méandres et gambades qui s'est tantôt serré de près l'objet et tantôt laissé filer la corde. Des lieux, Damien, ici présent, va se charger après moi et y montrer à l'œuvre cette acuité du regard de La Fontaine, c'est sa formule, qu'il a analysée avec tant de finesse, de nuance et de justesse dans sa préface aux Lettres du Limousin. Restaient donc les personnages, c'est-à-dire le petit monde des vivants que le voyageur croise ou côtoie et que l'épistolier silhouette ou anime. Ces gens du voyage, pour le dire ainsi, qu'il désigne spontanément comme personnages plutôt que personnes, car un conteur a toujours un pacte lié avec la fiction qui sait conférer l'illusion de la vie et de la parole, animer une silhouette, colorer une voix, peupler de personnages, donc au sens littéraire et dramatique du terme, la scène de cette ample comédie à 100 actes divers qu'est l'univers, ici, l'univers du voyage. Et c'est donc de ces personnages, de ce petit monde des lettres, que je vais traiter sous le titre « Le petit monde des lettres, répertoire et distribution d'une dramaturgie épistolaire ». Ce génie spontané de la transformation du monde en scène pour un théâtre dans un fauteuil, ou ici dans un coche, voici qu'une formule du texte l'approfondit en modulant le terme de personnage par un autre, vous allez voir, non moins significatif. C'est à propos de l'officier de police très courtois nommé Châteauneuf, qui est chargé d'accompagner l'exil de Jeannart, et dont La Fontaine s'est fait un compagnon de route, un compagnon de visite aussi, et de goût. Je le cite, « Dès que nous fûmes arrivés, il parle de Limoges, terme du voyage, mon fidèle Achat, qui pourrait être que monsieur de Châteauneuf, disposa les choses pour son retour et choisit la voie du messager à cheval qui devait partir le lendemain. Je fus fâché de ce qu'il nous quittait si tôt, car en vérité il est honnête homme et sait débiter ce qui se passe à la cour de fort bonne grâce. Et puis il me semble qu'il ne fait pas mal son personnage dans cette relation. Il fait pas mal son personnage dans cette relation. Voilà un joli redoublement d'ambivalence. Ambivalence du mot personnage, qu'on peut entendre à double sens, M. Châteauneuf en est un dans la réalité sociale, il est de la cour, et puis dans la narration épistolaire, personnage d'une fiction. Eh bien, ce double sens déteint sur le mot suivant, relation,
car cet agréable compagnon de voyage dont La Fontaine s'est fait une relation au sens social et mondain est projeté par l'écriture en personnage de la relation de voyage au sens littéraire, celle de la phrase de l'épistolier, relation dans laquelle il tient un rôle qu'apprécie en connaisseur le rédacteur de la dite relation. Mieux, ces deux niveaux de sens sont complétés d'un troisième, car le baptême, sinon de fiction, il est ici question d'histoire, pas de roman, du moins le baptême d'écriture et de représentation supposé par ces deux syllabes, est sanctionné, s'il n'est même promu en conscience et en ostentation critique, par le nom d'Achat. Vous avez entendu, mon fidèle Achat. Achat, c'est le compagnon d'Énée chez Virgile, qui est utilisé ici par antonomase allusive et badine. Enfin, ce rebond de fictivité à la fois rhétorique et ludique, emprunté à Virgile, précipite à son tour en fiction l'épistolier, qui en use, en révélant sa double face de voyageur sociable dans la réalité et de narrateur plaisant, cultivé, dans la relation qui modèle, qui module et qui accommode au code de l'écriture le voyage vu et vécu. Voilà comment une simple séquence verbale m'offre par avance un classement commode pour le relevé des personnages peuplant le petit monde du voyage et une immense relation. On aurait pu croire en effet que la liste que je vais devant vous maintenant développer se limiterait aux compagnons de route du voyageur, ceux avec qui il se lie, ceux qu'il rencontre, ceux qu'il croise, parmi lesquels il peut à son gré puiser silhouettes et visages plus ou moins esquissés pour en peupler son récit. Mais le monde du texte ne calque pas exactement celui du voyage. Le relevé exhaustif de la distribution révèle que ces acteurs-là sont concurrencés par une autre société non moins nombreuse, celle des personnages historiques, littéraires ou allégoriques, qui viennent comme naturellement sous la plume de l'écrivain, ou qui sont appelés par les visites de monuments et de collections d'art qu'il rencontre et qu'il détaille, ou simplement par le recours aux images verbales de la langue poétique qui use et abuse du panthéon grec en baptisant le vent Zéphyr, l'amour Vénus ou la nature Flore. À quoi s'ajoute, hors du champ, mais en plein champ de sa relation, hors du champ du voyage, mais en plein champ de la relation de voyage, à quoi s'ajoute l'épistolier lui-même et la destinataire, deux personnages qui tiennent un rôle fortement identifié et fréquemment rappelé, d'autant que leur goût commande la relation des faits, la sélection des gens choisis pour être évoqués et la nature de cette évocation. Voilà donc autant de personnages, trois catégories de personnages, si vous voulez, réels, fictionnels et, je dirais, émetteurs et récepteurs, qui animent le petit monde des lettres. Alors, pour commencer par les premiers, les gens du voyage, évoqués par le narrateur, ils se partagent en deux groupes. D'un côté, la triade formée par Jannart, Châteauneuf et La Fontaine, qui s'élargit pendant une bonne part de l'itinéraire entre Bourg-la-Reine et Porte-de-Pile en une petite société réunie dans le carrosse de Poitiers. Et puis, d'un autre côté, la poussière des personnages éphémères ou indistincts qu'ils côtoient ou qu'ils rencontrent, solitaires, en groupe ou en nuée, quand il s'agit, par exemple, d'une population, d'une ville ou d'une province. En levée de rideau, on trouve le lieutenant criminel qui ouvre grande sa bourse pour Jannart, la femme du proscrit qui se sépare de lui avec douleur, et puis une madame C, il n'y a que l'initiale, amie de madame Jannart, dont le jardin, à Clamart, concentre tout l'intérêt de l'épistolier. Il s'intéresse aussi à ce qu'on lui apprend dès alors des limousines et de leur coiffe un peu ridicule, comme pour anticiper le terme du voyage. Rien de plus dans la première lettre ou guère. Commence alors la vie errante entre compagnons de route formant ce que le narrateur appelle une compagnie. En l'occurrence, trois femmes, un marchand qui ne disait mot et un notaire qui chantait toujours et qui chantait très mal. On fait connaissance, on converse ou l'on dort. Une des trois dames, une Poitevine qui se qualifiait comtesse et déguisait son nom, parce qu'elle plaide en séparation contre son mari, tient le dé en contant l'aventure d'une fille nommée Barigny, de condition médiocre que la Barigny avait ensorcelé de son charme un fils de famille, hérité les biens de celui-ci à sa mort prématurée au combat, et apporté en dot à un second prétendant qu'elle épouse discrètement l'héritage considérable qu'aux grandes dames de ses parents, le premier lui avait légué. Cette histoire encadrée, de forme et de thèmes dignes des histoires comiques, passerait pour fiction si on avait pu en retrouver la trace exacte dans la chronique poitevine
où la dite Barigny s'appelait en réalité Marthe Landru, un patronyme qui ne s'invente pas, n'est-ce pas? Une autre fois, c'est l'oncle Jeannard qui raconte le procès fait à un lieutenant de robe courte de Bellac, je cite, « pour avoir obligé un gueux à prendre la place d'un criminel condamné à être pendu, moyennant 20 pistoles données à ce gueux et quelque assurance de grâce dont on le leurra. » C'est ainsi qu'au gré des kilomètres, qui s'appelaient alors des lieues, on converse ou l'on dispute. Par exemple, quand Châteauneuf entreprend la comtesse, qui est protestante, sur sa religion. Pendant ce temps-là, écrit La Fontaine, le notaire chantait toujours, M. Jeannard et moi, nous nous endormîmes. Controversiste ennuyeux, Châteauneuf est en revanche bon compagnon de visite touristique à Blois ou à Richelieu pour le poète qui découvre avec lui ses hauts lieux d'art et d'histoire, tandis qu'il visite seul Notre-Dame-de-Cléry ou Amboise. Aux haltes, en effet, on se sépare volontiers pour aller explorer la ville et puis on rentre à l'auberge confronter ses impressions. À Orléans, je cite, notre compagnie qui s'était dispersée de tous côtés revint satisfaite. L'un parla d'une chose, l'autre d'une autre. Toujours étourdi, il arrive à La Fontaine de se tromper d'adresse à son retour et de prendre une hôtellerie étrangère pour la sienne. À Châtellerault, Jeannard visite un ami qui le loge, tandis que les deux compères en vrai touristes font un crochet par Richelieu, où ses grosses bottes accablent de fatigue Châteauneuf, tandis que son haut de chausse, vêtement d'origine allemande, le fait soupçonner par le concierge de la pingrerie de pourboire prêtée à cette nation. Rare allusion aux tenues vestimentaires que d'ordinaire le poète ne sait pas voir ou ne sait pas faire voir, sinon pour moquer les bizarreries de la mode provinciale. Dans les auberges, on dîne, parfois bien, parfois fort mal, et l'on dort, souvent pas mieux, à cause des puces. On se dispute donc les meilleurs lits. Monsieur de Châteauneuf, voulant toujours que mon oncle fût le mieux logé, nous pensâmes tomber dans le différend de Potreau et de la dame de Noyer, s'amuse La Fontaine en référant la dispute à ce propos entre Châteauneuf et la comtesse, à une querelle rapportée par des récits de facéties. Encore faut-il parfois partager le gîte avec d'étranges voyageurs, comme cette troupe de bohémiens emmenés sous bonne garde pour être déportés ou menés en prison, on ne sait pas. Le scrupule nous prit à tour de coucher en même lit qu'eux et de boire en même verre. Il n'y en avait point qui s'en tourmentât plus que la comtesse. Ainsi, la société du carrosse et les personnages de rencontre se croisent-ils dans le texte comme dans la réalité. Quant aux puces, elles éveillent le cocher de si grand matin qu'il fait lever et partir tout son monde dès l'aube. Car le voiturier, personnage essentiel, quoique réduit au nom de sa profession, domine et régente la confrérie du carrosse. À dire vrai, il appartient au monde obscur de ces invisibles, pourtant indispensables, de ces utilités anonymes qui ne surgissent dans le récit que lorsqu'une occasion les met en lumière ou qu'un grain de sable grippe les rouages de la machine sociale. Ici, c'est un concierge, là, un soldat, ailleurs, un laquais, un guide, un vieux domestique, un maréchal ferrant, un sénéchal, qui passent ainsi comme des ombres dans le récit. Maître du voyage, le cocher seul retient l'attention et suscite même le respect des voyageurs. Notre promesse et la crainte de faire attendre le voiturier nous obligèrent de sortir du lit devant que l'aube fût éveillée. Contingence du voyage. Reste que la société de la diligence subit pour sa part le sort des unions éphémères. À Port-de-Pile, écrit La Fontaine, notre compagnie commença à se séparer. C'est le moment où la comtesse, envoya un laquais, non chez son mari, mais chez un de ses parents, porter des nouvelles de son arrivée et donner ordre qu'on lui amenât un carrosse avec quelque escorte. Ce parent serviable offre l'occasion de rappeler qu'à côté de la société éphémère des voyageurs, l'itinéraire est ponctué aussi de retrouvailles avec des amis ou des parents demeurant dans les villes que l'on traverse. On est chez eux mieux logé et mieux traité qu'à l'auberge. L'ami qui loge Jeannard à Châtellerault régale ses hôtes de carpes de belle taille et de melons excellents. De son côté, La Fontaine rencontre en cette ville des cousins Pidoux du côté de sa mère, comme lui, abondant en nez et de santé résistante, tel ce vieillard de plus de 80 ans qui demeure 11 heures à cheval sans s'incommoder. Son portrait complet et pittoresque en fait un personnage éphémère, mais marquant de la chronique, ainsi que sa femme, bien faite et de mérite, qui vit avec nous comme s'il était son galant. Dans sa foule d'enfants, La Fontaine n'a garde de s'être souciée, sinon d'une fille, une grande fille, à qui la petite Vérole a laissé des grâces et en a ôté. On nous assura qu'elle dansait bien, et je n'eus pas de peine à le croire. Ce qui m'en plut davantage fut le ton de voix et les yeux. Son humeur aussi me sembla douce. Du reste, ne m'en demandez rien de particulier, car pour parler franchement, je l'entretins peu et de choses indifférentes. Cette affectation de désinvolture et de détachement fait partie de son ethos de distrait et de son esthétique d'épistolier léger qui poudre et saupoudre son texte comme Afrima
sans jamais forcer les doses. Il n'en laisse pas moins tomber des jugements. Il nous donne les gens de Limoges pour aussi fins et aussi polis que peuple de Paris. Mais pour autant juge que ce n'est pas un plaisant séjour pour lui qui aime lutiner et festoyer, car il y trouve en fille peu de Phyllis, beaucoup de Jeanne, et en cuisine peu de muscat de Saint-Mémin, force boisson peu salutaire, beaucoup d'ail et peu de jasmin, jugez si c'est là mon affaire. Certes, mais bien content quand même d'y être parvenu à Limoges, car la compagnie du carrosse est côtoyée par des gens de rencontre plus ou moins dangereux qui pourraient bien entraver la route des voyageurs. Il y a les voleurs et les assassins de grand chemin, charbonniers noirs comme démons. On dit que le bois que nous côtoyâmes en fourmille. Et puis, quelques héros guzmanesques, écrit-il, formant la troupe de bohémiens que l'épistolier décrit largement pour leur pittoresque. Ou encore, 2 ou 3 gueux et quelques pèlerins de Saint-Jacques, à peine plus rassurants. À Richelieu, il doit faire ouvrir au petit matin les portes du château qu'on a fermées pour la nuit parce que le bruit courait que quelques gentilshommes de la province avaient fait complot de sauver certains prisonniers soupçonnés de l'assassinat du marquis de Faure. La France d'alors est peu sûre, ou du moins elle le semble, car les rumeurs, les on-dit, les légendes y abondent, auxquelles l'épistolier fait droit, avec plus ou moins de conviction et un certain amusement. Il rapporte ainsi que les bossus abondent en Beauce, pour le plaisir de conter une légende onomastique, comme les niais en Sologne, selon le proverbe. Qu'à Cléry, les chanoines sont évidemment bien rentés, qu'en Époli à Blois, soit que cela ait été ainsi de tout temps et que le climat et la beauté du pays y contribuent, soit que le séjour de monsieur, c'est Gaston d'Orléans, ait amené cette politesse, ou le nombre de jolies femmes, mais que les habitants de Bellac sont en mauvaise odeur, tandis que Poitiers, qui ne traverse pas, est une ville mal pavée, pleine d'écoliers, abondante en prêtres et en moines. Il y a en récompense nombre de belles, et l'on y fait l'amour aussi volontiers qu'en lieu de la terre. C'est de la comtesse que je le sais, et c'est tout dire. Plus rassurantes et fiables, par compensation, les figures de style, d'histoire et de culture, qui viennent civiliser par l'écriture et élever par l'élégance des images, par la beauté de l'art ou par la gloire des armes, la brutalité du réel dont la relation rend compte. Tout cela est évidemment lié, sinon mêlé. Décrivant par exemple la table marquetée de marbre qui est un fleuron du mobilier de Richelieu, La Fontaine la montre entourée de 4 ou 5 bustes et quelques statues, parmi lesquels on me nomma Tibère et Livie. Ce sont personnages que vous connaissez, écrit-il à sa femme, et dont Monsieur de la Calprenède vous entretient quelquefois. Ce passage combine donc l'allusion à 2 personnages historiques, à des sculptures les figurant, et à une fiction romanesque contemporaine les prenant pour personnages, dans la demeure d'un homme d'État depuis peu disparu et déjà entré dans l'histoire. Voilà bien du monde et du grand monde pour compléter la petite compagnie du carrosse de Poitiers. De même, lorsqu'il compare la vanité de ce grand ministre à celle d'Alexandre le Grand, qui faisait l'essai où il passait des morts et des brides plus grandes qu'à l'ordinaire, afin que la postérité crût que lui et ses gens étaient d'autres hommes, puisqu'ils se servaient de si grands chevaux. Ainsi voit-on passer furtivement dans la chronique les empereurs d'Orient, les chevaliers de la Table Ronde, les bâtisseurs anglais de la forteresse de Montlhéry, la statue d'Antinoüs, favori d'Adrien, et tant de héros anonymes dont l'espèce, dit-il, est aussi commune en Italie que les généraux d'armée en Suède. Orléans lui offre la statue de Jeanne, à genoux aux côtés du roi Charles. Cléry, le tombeau de Louis XI, flanqué de ses enfants, est bien mieux pris que quand le Bourguignon le mena à Liège. Je ne sais, ajoute-t-il, comment le statuaire n'y a pas mis le prévôt Tristan. Amboise lui autorise une allusion émue à ce pauvre monsieur Fouquet, dont les fenêtres de la chambre où on le retint prisonnier avaient été murées. Et Blois, dont il aime la dissymétrie agréable, l'invite à nommer François Ier et surtout Gaston d'Orléans, auquel il consacre un éloge senti, considérant même comme une relique la chambre où le frère de Louis XIII est mort 3 ans plus tôt. Plus réservé sur l'emplacement de Richelieu, la régularité triste de la ville bâtie pour des gens de finance et du conseil, secrétaires d'État et autres personnages attachés à ce cardinal qui avait un logis par complaisance et pour lui faire sa cour, mais qualifiant le château d'admirable objet, il consacre une lettre entière finalement, au lieu de quelques lignes pour Blois, à évoquer les splendides collections de ce cardinal qui tiendra plus de place dans l'histoire que 30 papes. Dans la famille parcourue des Richelieu, le nom de l'amiral de Brézé appelle celui de Condé.
Monsieur le Prince et lui avaient entrepris de remplir le monde de leurs merveilles, Monsieur le Prince la terre et le duc de Brézé la mer. On nage dans l'héroïsme. Cela nous dissuadera de déduire trop hardiment de ses réserves sur le site de Richelieu, comparé à son approbation de l'architecture capricieuse de Blois, une opposition concertée entre l'éloge vibrant, mais enfin quand même très bref, de l'aimable Gaston d'Orléans et le blâme supposé d'un Richelieu honni, alors qu'une lettre entière détaille les beautés de son château, à sa situation près. Conclure de ce parallèle un peu forcé que s'y cacherait l'affrontement entre Fouquet, assimilé à Gaston, et Louis XIV, assimilé à Richelieu, et que les lettres sont donc un brûlot, comme Marc Fumaroli se laisse emporter à l'écrire, me semble excessif et peu fondé. Je préférerais interpréter l'éloge ému de Gaston et de la vénération qu'il aurait suscité chez les Blésois comme le signe probable qu'ont alors commencé les tractations de La Fontaine pour l'heure démunie de protecteurs et de charges, en vue d'obtenir celle de gentilhomme servant de la veuve du même Gaston d'Orléans. Il en recevra en effet le brevet 10 mois après la date peut-être fictive de sa lettre, et rien ne dit qu'il ne l'a pas rédigée en ce sens ou complétée après coup par cet éloge, après avoir obtenu l'assurance de cette charge d'autant plus appréciable qu'elle l'anoblissait. Quant à Louis XIV, il n'apparaît furtivement qu'une fois quand il est question pour Jeannart et son neveu d'obéir ponctuellement aux ordres du roi. Pas davantage d'informations à propos du monarque régnant. En revanche, la visite des collections de Richelieu peuple la lettre 5 d'une cohorte de noms d'artistes. Et là, La Fontaine se délecte. Durer, Titien, Poussin, Pérugin, Mantegna pour leurs tableaux, Michel-Ange pour ses esclaves, Le Mercier pour le frontispice du pavillon d'entrée surmonté d'une renommée en bronze, flanqué de Mars et Hercule pour servir de Suisse au cardinal, et orné côté court de 3 petits Hercules autant poupins et autant mignons que le peuvent être de petits Hercules. Chacun d'eux garni de sa peau de lion et de sa massue, cela ne vous fit-il point souvenir, ajoute l'épistolier à l'intention de sa femme, de ce Saint-Michel garni de son diable? Nous ne saurons pas quelle est cette allusion. Par là entre dans le récit de voyage ce panthéon olympien, rivalisant avec le ciel chrétien plus rarement sollicité, pour orner le récit d'images tantôt figuratives, tantôt allégoriques, tantôt simplement stylistiques. La visite des collections de Richelieu fait défiler des Jupiters, des Apollons, des Bacchus, des Mercures et autres gens de pareille étoffe. Je prie Faustine pour Vénus, à laquelle des deux faut-il que je fasse réparation d'honneur? Et puisque nous sommes sur le chapitre de Vénus, il y en a 4 de bons contes dans Richelieu. Une entre autres divinement belle et dont M. de Maucroix dit que le Poussin lui a fort parlé. Le nom de Maucroix, un ami de La Fontaine, ami d'enfance, nous mène aux quelques poètes et romanciers qui entrent plus ou moins furtivement dans la distribution des lettres. Maucroix est homme de lettres. Pour les anciens, ce sont Ovide, Virgile et surtout Tite-Live, que lit alors l'épistolier. Et pour les modernes, Chapelain, l'aimable voiture et surtout Desmarets de Saint-Sorlin, descripteur de Richelieu. Car ce voyage, c'est aussi un voyage littéraire. C'est une mythologie de lettrés qui fait nommer Cupidon le désir amoureux, Cloton la mort, Pallas le savoir, Morphée le sommeil et, on l'a vu, Achat, monsieur de Châteauneuf. Les jardins mobilisent tout naturellement les noms de Pan et du dieu Faune, de Flore et des Zéphyrs. Mais Mars désigne la guerre et Neptune la mer, tandis que Jeanne d'Arc est concurrencée par l'infante Gradafilée et le conflit entre Châteauneuf et la comtesse, on l'a vu plus haut, traité sous la forme de différents bouffons entre Potreau et la dame de Noyer dans les aventures du baron de Féneste et les contes de Trapel. C'est que La Fontaine écrit à destination d'une femme d'esprit, la sienne, qui tient salon, et par-delà à destination d'un public de mondains et de lettrés auquel on s'adresse dans ce style-là, placé à distance de connivence banine. Voyageuse immobile, Madame de La Fontaine est d'ailleurs fréquemment sollicitée, interpellée, évoquée même, jusqu'à devenir un personnage essentiel du petit monde des lettres. Cela, dès l'ouverture de la correspondance qui débute par une évocation de son goût pour les romans, puis par la justification qui s'ensuit de lui écrire des lettres sur la réalité du monde pour la changer de passe-temps et la désennuyer. Tantôt, cette présence en filigrane prend la forme de simples relances rhétoriques, ravivant par complicité joueuse la fiction d'une correspondance. Avouez le vrai, je vous le confesse, pardonnez-moi cette petite digression, je vous promis par le dernier ordinaire la description de Richelieu. Pourvu que vous soyez averti que c'est la principale entrée de la maison, il suffit.
Si le reste du logis m'arrête à proportion de l'entrée, ce ne sera pas une lettre, mais un volume. Tantôt, plus précises, ce sont des allusions badines au goût et aux attentes de la destinataire. Ce sont personnes que vous connaissez et dont M. de la Calprenède vous entretient quelquefois. De l'humeur dont je vous connais, une galanterie sur ces matières vous plaira plus que tant d'observations savantes et curieuses. Ce détail m'a échappé, de quoi vous êtes femme encore une fois à ne pas vous soucier bien fort. Car l'épistolier joue volontiers l'étourderie, la désinvolture, et se prête certains tics ou penchants qu'il fait passer pour connivence d'autodérision. Je ne me souviens pas. Je ne vous saurais dire comme elle est faite. Je pris une autre hôtellerie pour la nôtre. Je pris Faustine pour Vénus. Il m'est impossible de tomber sur ce mot d'esclave sans m'arrêter, que voulez-vous? Chacun m'a parlé de son métier. Ceci soit dit toutefois sans vous faire tort. Et à propos de la beauté des femmes de Poitiers, j'eus quelques regrets de n'y point passer. Vous en pourriez aisément deviner la cause. Ou bien, à propos de la geôle de Fouquet, je vous en ferai volontiers la description, mais ce souvenir est trop affligeant. Si bien que dans l'ombre de l'épouse se devine la personne du mari, qui est aussi l'auteur et sans doute, au fond, le vrai protagoniste de la chronique, puisque sans cesse il se décrit à travers ce qu'il décrit et se révèle à travers ce qu'il évoque et à travers sa manière d'évoquer et de décrire. Il se portraiture en voyageur désinvolte et primesautier, attaché à des détails qui lui font parfois manquer l'essentiel, l'œil pourtant aigu et mobile, sélectif et de goût, hédoniste, il n'aime pas se lever trop tôt, et pourtant accommodant, il accepte les auberges mal meublées, peu de courage et guère de persévérance, sauf lorsque quelque chose pique sa curiosité, son désir ou son penchant, frivole et pourtant attentif aux beautés et aux curiosités qui suscitent son intérêt, joli cœur et lutinant volontiers filles et femmes, du moins le dit-il, peut-être par pause, amoureux des plaisirs et les prenant là où il s'en trouve, au besoin les débusquant, homme d'esprit et bon compagnon de route et de visite, libre avec délectation et divers avec constance, feignant la naïveté et l'ignorance pour glisser de subtiles et incisives narquoiseries d'observation et de jugement. Ce n'est pas qu'il n'ait l'œil et le tour pittoresque, mais c'est un pittoresque à la pointe du fusain quand il silhouette, ou à l'aquarelle quand il survole. Le fini, le léché, le détaillé n'est pas son fort. Les esclaves inachevés de Michel-Ange lui servent en quelque sorte de modèle. Je conclurai d'un mot. Dans cette relation de voyage, la relation compte plus que le voyage. Et dans le petit théâtre des personnages mis en scène, le metteur en scène compte autant, si ce n'est plus, que ses personnages. Paradoxalement, en ce temps où les écrivains n'aimaient guère parler d'eux-mêmes, La Fontaine, quoi qu'il y paraisse, est lui-même, dans ses lettres, la matière de son livre. Je vous remercie.